Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode à Kolchang. Alors cet épisode va débuter avec les éléphants. Donc on va voir différents points sur les éléphants. Déjà les caractéristiques de l'espèce même, et après on parlera un peu plus en détail des conditions dans lesquelles ils vivent ici en Thaïlande, si c'est bon, si c'est mauvais, bref, tout ce que ça implique, parce qu'il y a divers débats sur le sujet. Et puis on va en discuter un peu dans la vidéo. Et puis je vous propose qu'on débarque de cet épisode. Juste avant de débuter avec nos imposants proboscidiens, j'ai pu constater qu'une araignée un peu particulière s'était installée sur mon rétroviseur, au moment où je me suis stationné vers les éléphants. Cette arachnide est une araignée sauteuse appartenant à la famille des Salticidae, et clairement ce sont parmi les araignées les plus fascinantes à observer. Contrairement à beaucoup d'autres espèces qui utilisent des toiles pour capturer leur proie, les araignées sauteuses sont de véritables chasseuses actives. Elles repèrent leurs cibles, les analysent, puis bondissent dessus avec une précision impressionnante. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les éléphants, alors je ne vais pas plus m'attarder sur cette araignée. Donc avant d'aller plus loin, il faut que je vous fasse les présentations. Ici, il s'agit des éléphants d'Asie, Elephas maximus. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 espèces d'éléphants sur Terre. Donc l'éléphant d'Asie, l'éléphant de savane africaine, Loxodonta africana, et l'éléphant des forêts africaines, Loxodonta cyclotis. Mais il faut savoir qu'auparavant, cet ordre, les proboscidiens, était bien plus diversifié qu'aujourd'hui. On pense souvent uniquement aux mammouths, mais il existait en réalité une grande variété d'espèces fascinantes, comme Deinotherium avec des défenses recourbées vers le bas, l'une des plus impressionnantes espèces d'ailleurs. Citons également les paléomastodontes ou encore les gomophothères, qui avaient parfois 4 défenses. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers la vidéo d'Alex de la chaîne Simplex Paléo, que je vous recommande d'ailleurs si vous aimez beaucoup les dinosaures ou même les animaux préhistoriques. Maintenant, revenons à notre éléphant d'Asie. C'est un animal impressionnant pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur au garrot pour un poids allant de 3 à 5 tonnes. Et malgré cette taille déjà énorme, certains individus peuvent dépasser ces valeurs, notamment les mâles les plus âgés. On peut d'ailleurs le distinguer assez facilement de son cousin africain. Il est plus petit, ses oreilles sont beaucoup moins grandes et son dos est légèrement plus arrondi. Ces oreilles justement ne servent pas uniquement à entendre, elles jouent aussi un rôle essentiel dans la régulation de la température de son corps. En les agitant, l'éléphant évacue la chaleur, un point crucial dans les climats tropicaux où il vit. Autre détail important, toutes les femelles ne possèdent pas de défense contrairement à l'éléphant africain où elles sont beaucoup plus fréquentes. Chez certaines populations, seuls les mâles en ont vraiment développé. Et ces défenses ne servent pas uniquement au combat, elles sont utilisées pour creuser, arracher de l'écorce, déplacer des objets ou encore accéder à certaines ressources. L'éléphant est un herbivore strict, il se nourrit principalement d'herbes, de feuilles, d'écorces et de fruits et de racines. Mais c'est aussi un animal opportuniste qui va adapter son alimentation en fonction de ce qu'il trouve autour de lui. Et vu sa taille, ses besoins sont énormes. Un éléphant peut consommer entre 100 et 150 kg de nourriture par jour, ce qui représente quasiment un repas en continu. Un éléphant peut passer entre 12 et 18 heures par jour à se nourrir. C'est presque toute la journée. Et malgré ça, son système digestif reste assez peu efficace. Il ne digère qu'une partie de ce qu'il mange, ce qui explique pourquoi il doit consommer autant. Côté eau, c'est tout aussi impressionnant, il peut boire 100 litres d'eau quotidiennement, voire plus en fonction de la chaleur. L'eau ne sert pas qu'à boire,
Les éléphants adorent se baigner, se rouler dans la boue et se projeter de l'eau avec leur trompe. Ce comportement est essentiel pour leur peau, mais aussi pour se protéger des parasites et du soleil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les trouve souvent à proximité des points d'eau, rivières, marécages et des zones humides. On le retrouve principalement en Asie du Sud et du Sud-Est, dans les pays comme la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka ou encore le Laos. Mais attention, leur répartition aujourd'hui est très fragmentée. Les populations sont souvent isolées les unes des autres, ce qui complique leur reproduction et leur survie à long terme. Et au-delà de leur simple présence, les éléphants jouent aussi un rôle clé dans les écosystèmes. On les appelle même les ingénieurs de l'environnement. En se déplaçant, ils créent des chemins, dispersent les graines via leurs excréments et modifient la végétation. Sans eux, certains écosystèmes tropicaux ne fonctionneraient pas de la même manière. Mais aujourd'hui, leur habitat est fortement fragmenté, les populations sont en déclin. Déforestation, expansion humaine, agriculture, conflits avec les populations locales. Je vous laisse deviner pourquoi. Maintenant qu'on sait ce que c'est un éléphant et quels sont ses besoins, on va vite comprendre pourquoi cette île s'appelle Koh Chang. Koh Chang signifie tout simplement l'île de l'éléphant en thaïlandais. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce nom ne vient pas uniquement de la présence d'éléphants sur l'île. Il vient aussi et surtout de sa forme, car vu du ciel, comme vous pouvez le voir là, Koh Chang rappelle vaguement la silhouette d'un éléphant avec ses reliefs montagneux qui évoquent le dos d'un animal. Et je viens de le dire très vaguement. C'est d'ailleurs une explication souvent avancée par les sources locales. Et vous aurez aussi une séquence bonus en fin d'épisode qui vous montrera comme l'île peut être abrupte à certains endroits. Mais les éléphants ont bien été présents sur l'île. Historiquement, ils étaient utilisés comme animaux de travail, notamment dans l'exploitation forestière, avant que cette pratique ne soit interdite en Thaïlande à la fin des années 80. Les éléphants servaient à transporter des troncs dans les zones difficiles d'accès, mais on y reviendra plus dans le chapitre suivant. Après cette interdiction, beaucoup d'éléphants domestiqués se sont retrouvés sans rôle. C'est à ce moment-là que le tourisme a pris le relais. Certains ont été transférés dans des camps touristiques, comme ceux-ci que vous voyez ici d'ailleurs. Aujourd'hui, Koh Chang est surtout connu pour sa jungle dense et préservée qui fait partie du parc national de Mu Koh Chang. Et même si on ne croise presque plus d'éléphants sauvages sur l'île, leur image reste profondément liée à son identité. Mais justement, entre symboles touristiques et réalité de terrain, la situation est loin d'être aussi simple. Concernant leur histoire avec l'homme, ainsi qu'aujourd'hui avec le tourisme, débutons par sa domestication. Contrairement à beaucoup d'animaux d'élevage, les éléphants n'ont jamais été réellement domestiqués au sens strict. Ils ont été capturés, dressés, mais restent des animaux sauvages. Et ça change tout. Un animal domestiqué comme un chien, une vache est le résultat de milliers d'années de sélection. Ce n'est pas le cas avec les éléphants. Chaque individu doit être dressé un par un. Pendant des siècles en Asie, ils ont été utilisés pour le transport, la guerre et surtout pour le travail forestier. Dans certaines civilisations, ils étaient même considérés comme des armes de guerre capables de charger les lignes ennemies. Leur force exceptionnelle en faisait des alliés précieux pour déplacer des charges lourdes dans certains terrains impossibles d'accès par les machines. Mais cette relation repose sur le dressage, et il faut être honnête, ce dressage passe souvent par une phase appelée panjan ou briseur d'esprit. Un processus controversé où le jeune éléphant, l'éléphanto, est isolé et soumis à un conditionnement très dur pour le rendre obéissant. Ce moment est censé créer une soumission durable à l'homme. Et même si aujourd'hui certaines structures affirment ne plus utiliser ces méthodes, elles ont longtemps été une norme. Puis vint le tourisme. À partir de 1989, la Thaïlande interdit l'exploitation forestière. Du jour au lendemain, des milliers d'éléphants domestiqués se retrouvent au chômage. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne peut pas simplement les relâcher dans la nature, ils n'ont pas appris à survivre seuls et surtout les espaces naturels sont devenus trop fragmentés pour accueillir autant d'individus. Le tourisme devient alors une solution. Les éléphants sont progressivement intégrés dans des activités touristiques, balades, spectacles, interactions avec les visiteurs, et pendant longtemps c'était perçu comme quelque chose de normal. Voir un éléphant faire de la peinture, jouer au football et transporter les touristes. C'était même vu comme impressionnant, mais avec le temps, les dérives sont devenues évidentes. Certains animaux sont enchaînés, sursollicités, privés de stimulation et utilisés comme de simples attractions. Et surtout, on s'est rendu compte que beaucoup de comportements spectaculaires étaient en réalité le résultat de conditionnement. Pas un jeu, pas de plaisir. Aujourd'hui, si les choses ont évolué, de plus en plus de structures se revendiquent sanctuaires ou éthiques. Certains font de vrais travaux de réhabilitation pour ces animaux. Pas de contact forcé, pas de spectacle, plus de liberté. On parle davantage de respect et de comportement naturel, de repos et de soins.
Mais il faut rester vigilant. Le mot sanctuaire est parfois utilisé à des fins marketing sans réel changement derrière. Un lieu peut se dire éthique tout en continuant certaines pratiques problématiques en arrière-plan. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier uniquement aux apparences. Observer le comportement des animaux est souvent bien plus révélateur. Un éléphant qui peut se déplacer librement, interagir avec d'autres, se baigner, explorer, ce n'est pas la même chose qu'un éléphant immobile, enchaîné et dirigé en permanence. Comment aider les éléphants? Si vous voulez vraiment aider les éléphants, il n'y a pas de règle simple. La première et la plus importante, évitez les balades à dos d'éléphant. Le problème, ce n'est pas tant le poids qu'on représente sur le dos d'un éléphant, c'est léger pour lui. C'est surtout la répétition. Faire le même trajet encore et encore toute la journée, sans stimulation, sans choix, sans liberté, ça c'est le vrai problème. Un éléphant est un animal intelligent, curieux, social, il est capable de mémoire, d'apprentissage et même d'émotions complexes. Le priver de ça, c'est le condamner à une vie extrêmement pauvre mentalement. Évitez aussi les lieux où les éléphants sont enchaînés en permanence ou forcés à interagir. Ou encore ceux où l'on vous propose de les laver, de les nourrir de manière artificielle et de prendre des photos posées. Même si ça paraît cool, ça reste une interaction forcée. À la place, privilégiez des structures où les éléphants peuvent se déplacer librement. Il n'y a pas de spectacle, les interactions sont limitées ou inexistantes, l'animal passe avant le touriste et surtout, prenez le temps d'observer. Un éléphant qui vit correctement, ça se voit. Il explore, il mange, il interagit, il bouge. Observer un éléphant simplement dans un environnement respectueux, c'est déjà une expérience incroyable. Et surtout, c'est une manière de soutenir les bonnes pratiques, parce qu'au final, c'est la demande qui fait évoluer l'offre. Leurs conditions de vie dépendent donc de plusieurs facteurs. L'endroit où vit l'animal, cirque, zoo, camp touristique ou réserve naturelle, mais aussi et surtout de son propriétaire. Tous les cornacs ne traitent pas leurs éléphants de la même manière. Certains développent une vraie relation avec l'animal, basée sur l'habitude et une certaine forme de respect. Cette relation peut parfois durer des années, voire toute une vie. Dans certains cas, le cornac connaît parfaitement le comportement de son éléphant, ses réactions, ses limites. Ça ne veut pas dire que tout est idéal. D'autres, au contraire, utilisent encore des méthodes beaucoup plus dures. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer. Les éléphants vers lesquels je suis ici, par exemple, semblent dans de meilleures conditions que ceux qu'on va voir un peu plus loin enchaînés sous le couvert. Ils ont l'air plus heureux, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais il faut rester lucide, même dans de bonnes conditions, on reste sur des animaux captifs et un éléphant à l'état naturel, ce n'est pas ça. Un éléphant sauvage peut parcourir jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres par jour, explorer son environnement, interagir avec son groupe, chercher sa nourriture, mais aussi prendre des décisions, choisir où aller, quand manger, avec qui interagir. Cette liberté de choix, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est essentiel pour un animal aussi intelligent. Alors forcément, reproduire ça en captivité, c'est presque impossible. Même avec de l'espace, même avec de bonnes intentions, il manque toujours quelque chose. Il faut aussi prendre en compte qu'un éléphant est une charge énorme. Un seul individu peut consommer jusqu'à 150 kg de nourriture par jour, comme je l'ai dit, et boire des dizaines de litres d'eau. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi penser aux soins vétérinaires, à l'entretien des infrastructures et au personnel. C'est un coût logistique et financier énorme pour les structures qui les accueillent. Et c'est là que tout se joue. Quand les moyens suivent, les conditions peuvent être correctes. Quand ce n'est pas le cas, le compromis se fait souvent au détriment de l'animal. Moins d'espace, moins de soins, plus d'exploitation. Parfois, ça ne se voit pas immédiatement parce que tout est fait pour donner une bonne image. Mais en regardant attentivement, certains signes ne trompent pas. Des mouvements répétitifs, un manque d'activité, une posture figée, ce sont souvent des comportements qu'on appelle stéréotypies et ils traduisent souvent un mal-être animal. C'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas juger trop vite à première vue. Un éléphant peut sembler calme alors qu'en réalité il est simplement résigné. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à voir. Et c'est aussi pour ça que ce sujet est complexe, parce qu'il n'y a pas toujours de réponse simple ni de solution parfaite. Et si cela d'ailleurs vous intéresse que j'approfondisse un peu le sujet, je vous invite à me le dire dans l'espace commentaire. Et si j'obtiens, on va dire, 200 likes, alors je vous sors un épisode spécial d'Animal Discover sur Elephas Maximus, et avec encore plus de détails sur leur comportement, leur intelligence et leur place dans les écosystèmes. Et comme promis plus tôt dans la vidéo, une séquence bonus sur fond musical, mais avant je vais quand même vous dire au revoir de vive voix. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez aimé. J'ai essayé de
survoler un peu tous les détails autour des éléphants d'Asie, même des éléphants au sens large. Et puis, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Surtout la liker si vous avez aimé, c'est très important. Et le plus important encore, si vous voulez vraiment soutenir cette chaîne, c'est de vous abonner. Ça la soutiendrait vraiment, comme ça me permet de me faire mieux voir et puis d'attirer plus de monde. Parce que j'essaie quand même de vous faire un contenu de aussi bonne qualité que possible. Et voilà, puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!